Alors là, gros morceau. Je le répète si vous l'avez loupé, mais Metal Gear Solid est ma saga préférée, loin d'être exempt de défauts, ce que l'on a pu voir avec Metal Gear NES. Non, c'est de la triche. Disons les trous inévitables ou les 9 cartes clés pêle-mêle du premier Metal Gear, même sur MSX, ou la sexualisation de la quasi-totalité des personnages féminins, Raiden compris. Parce que je suis fan, pas aveugle, et Metal Gear, aussi sympathique soit-il, est loin de l'excellence. Donc quand sortit Metal Gear 2, et quand je peux le tester 27 ans plus tard, ce fut une plutôt bonne surprise. Pourquoi? Ah bah la raison est très simple, ce jeu est incroyable. Bienvenue dans cette critique. Alors comme ça vous pensez que le combat dans l'ascenseur, les cartes clés thermo-adaptables, la fréquence codec sur la boîte du jeu, le radar soliton et j'en passe avait été inventé par Metal Gear Solid? Oubliez ça, vous avez tort. Mais faisons les choses dans l'ordre. Metal Gear 2 Solid Snake est un jeu d'action infiltration sorti en 1990 sur MSX2 puis réédité dans la version Subsistence de Metal Gear Solid 3 un peu plus tard. 15 ans plus tard. Il est développé et édité par Konami et créé par Hideo Kojima. Vous souvenez-vous du scénario de Metal Gear? 1995, l'agent de Foxhound Solid Snake est envoyé à Outer Heaven, une nation militaire privée, pour y sauver Gray Fox, l'agent envoyé avant lui, le docteur Madnar, prisonnier qui créa le Metal Gear, un tank bipède nucléaire que Snake se doit aussi de détruire, et tuer le chef d'Outer Heaven dont on ne connaît pas l'identité. Il est aidé dans sa quête de Big Boss, chef de Foxhound, Kyle Schneider, chef de la résistance d'Outer Heaven, et j'en passe. Donc il sauve Madnar, retrouve Gray Fox et détruit Metal Gear, puis apprend que le chef d'Outer Heaven est en fait Big Boss. Il le tue, mais en fait non, fin. Et ça se passe avec ce niveau de détail. Donc niveau développement des personnages ou du contexte, c'était pas trop ça. Attention toutefois, ça fait le café et c'était rare de tant mettre le scénario en avant à l'époque. Mais ça, ce n'est rien à côté de Metal Gear 2, preuve à l'appui. 1999, 4 ans après Outer Heaven, la quasi-totalité des réserves de pétrole ont disparu, détournées par une armée privée installée à Zanzibarland. C'est donc un bordel à l'échelle mondiale jusqu'à ce qu'un scientifique tchèque, Kyo Marv, synthétise une bactérie pour en faire un pétrole des plus purs, Oilix. Et il se fait enlever. Du coup, qui c'est qu'on appelle? Solid Snake arrive à Zanzibar et il retrouve Kyo Marv, sauf qu'en fait c'est Black Ninja, sauf qu'en fait c'est Kyle Schneider, et c'est à partir de là que le scénario explose et donc je vais m'arrêter. Les paroles de Schneider à l'agonie représentent d'après moi l'exact moment où la saga Metal Gear a commencé à être une saga d'auteur. Parce que même si ça n'a jamais volé très haut philosophiquement parlant, on ne peut pas décemment lui reprocher de très clairement exposer son avis sur les idéologies militaires, et Metal Gear 2 n'y déroge pas, c'est même le premier à le faire. Et l'on sort également du manichéisme du premier jeu. Ici, tout le monde est coupable et les apparences sont bien souvent trompeuses. On reviendra plus en détail sur le scénario dans quelques minutes. Pour l'heure, attardons-nous sur la technique et précisément, quel hasard, les graphismes. Non, en fait, si j'aborde toujours ce point en début de chronique, c'est que c'est tout simplement la première chose que l'on voit du jeu, puisque c'est la seule chose que l'on peut voir. En tout cas, ce n'est certainement pas parce que c'est une structure simple à écrire. Très bien, regardez cette image de Final Fantasy 3, puis cette image de Final Fantasy 4. C'est bon? Maintenant, regardez cette image de Metal Gear, puis cette image de Metal Gear 2. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'évolution graphique d'un opus à l'autre est bien perceptible. Je veux dire, ça se voit que l'on passe de la NES pour FF3 à la Super NES pour FF4, tout comme on voit que pour Metal Gear, on est sur MSX2, alors que pour Metal Gear 2, on est sur MSX2. Metal Gear 2 est presque un miracle graphique. Les sprites sont très satisfaisantes, les couleurs utilisées sont on ne peut plus appropriées, le pixel art est classique mais tout à fait identifiable, et merde, c'est sorti sur MSX2. Bon, par contre, ça implique que le scrolling n'est pas à l'ordre du jour, puisque pas pris en charge par la console. Ne sont donc de mise que les écrans fixes, qui peuvent certes donner un aspect assez vieillissant à regarder. Et puis, contrairement à son prédécesseur, les soldats ennemis sont aptes à vous repérer même de l'autre côté des bords de l'écran, ce qui serait sacrément handicapant si Snake n'en était pas aussi capable. Sauf que sans scrolling, pas moyen de les voir au-delà des limites de l'écran. Alors comment y remédier, me demanderez-vous? Un radar captant les zones juxtaposées à la vôtre, qui montre la position des ennemis ainsi que leur champ de vision. Donc de 1, ça contre parfaitement la restriction technique de non-scrolling et ce de manière diégétique, mais en plus c'est juste une putain d'idée de gameplay et une innovation. Je le répète, mais 1990. Et nous verrons bien assez tôt que ce n'est pas le seul élément clairement en avance sur son temps. Et quand je dis bien assez tôt, je veux dire maintenant, puisqu'il est temps de s'attarder sur le gameplay. Metal Gear 2 est un jeu d'infiltration avec un système de progression à la Metroid, ce qui implique que nous serons amenés à revenir sur nos pas de nombreuses fois. De très nombreuses fois. C'est assez cohérent dans le sens où on doit aller d'un point à un autre, à un autre, à un point, à un point, à un autre selon comment les événements évoluent, puisque tout se passe à Zanzibar. Mais là, le fait de ne revenir en arrière que pour avoir accès à des portes que l'on peut cette fois-ci ouvrir, surtout que contrairement à Metroid, il nous est précisément dit notre objectif, ça rend le backtracking un poil envahissant. Cependant, ce n'est pas pour autant que la zone ouverte est inutile, puisqu'à la manière d'un Mafia 2 ou d'un LA Noir, ça a non seulement le mérite de crédibiliser l'univers dans lequel on se trouve, puisqu'on se sent forcément plus libre quand on sort du chemin dans un jeu linéaire placé en zone ouverte que dans un jeu non linéaire en zone ouverte, vu que dans ce dernier, les limites sont généralement les bords de la carte, donc on ne peut pas aller au-delà. Mais le jeu encourage également à l'exploration, puisque sont planqués ici et là des armes ou de l'équipement qui serviront bien à Snake pour la suite des événements. Alors oui, parce que c'est un jeu d'infiltration, toute proportion gardée. Certes, on peut désormais s'allonger pour se faufiler dans des bouches d'aération, sous les tables, etc.,
mais l'on n'échappe pas aux mines, lance-roquettes et autres accessoires des plus discrets. Quoique tout ceci n'est pas vraiment de trop, étant donné que l'IA des ennemis est bien plus agressive et rusée. C'est tout de suite plus dangereux de se faire repérer tout en étant plus facile. En effet, en plus de ne plus être limité à un champ de vision en ligne droite, un peu comme les chevaux de trait maintenant que j'y repense, les soldats héritent également d'une ouïe, bien développée qui plus est. Et ça peut tout autant jouer en votre faveur, en toquant contre un mur pour l'attirer volontairement, qu'en votre défaveur lorsque vous marchez sur une grille métallique et qu'ils vous entendent. Oui, la panoplie des interactions a clairement été revue à la hausse et c'est en grande partie sur le gameplay que son avance pour un jeu de 1990 est bien perceptible. En fait, c'est pas compliqué, un paquet d'idées de Metal Gear Solid proviennent en fait telles quelles de Metal Gear 2. C'est compréhensible dans le sens où MG2 ne fut pas distribué à l'international, du moins pas en Europe. Et réutiliser un élément pour qu'un plus grand public y ait accès, c'est on ne peut plus compréhensible. Mais refaites MG2 suivi de MGS, vous risquez d'être sacrément surpris de tout ce qui ne vient pas de l'opus 3D. Par contre, venant de Metal Gear, ils ont gardé les trous quasiment inévitables, et ça c'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est tout aussi vite oublié au vu de ces nombreuses autres bonnes idées de gameplay. Le codec a une interface plus agréable et l'on voit désormais le visage de Snake et de son interlocuteur, ce qui dynamise les dialogues malgré l'écran fixe. Les cartes clés sont un peu moins reloues à utiliser, dans le sens où il est possible de ramasser des super cartes clés au nombre de 3, qui regroupent elles-mêmes 3 cartes clés, et je peux vous dire qu'avoir 3 cartes au lieu de 9, c'est franchement pas de refus lorsque vous êtes pressé. Les boss aussi sont plus originaux, ils ont chacun un moyen de les battre, un caractère, même un background, et enfin les décors sont plus travaillés, plus diversifiés, plus, à l'image de toutes les mécaniques de gameplay de ce second opus finalement. Puisqu'à ce niveau, Metal Gear 2 se contente, avec de gros guillemets, de faire pareil que son prédécesseur mais en mieux. La durée de vie va également en ce sens, puisque l'on se retrouve avec 6 à 8 heures de jeu et un bon potentiel de rejouabilité, pour saisir toutes les petites subtilités scénaristiques ou juste pour le plaisir. Enfin, le jeu se dote de musique vraiment excellente, et sans pour autant atteindre ce que les compositeurs, notamment un certain Harry Gregson Williams, je sais pas si vous connaissez, atteignent dans le futur, et il n'y a pas non plus le thème hyper entêtant du premier Metal Gear, eh ben j'adore cette OST. Elle est tout aussi touchante qu'épique, et en parfait accord avec les événements dramatiques dont Snake sera témoin. Oui, parce que les personnages vont en prendre pour leur gueule, vraiment. Et c'est certainement le récit le plus pessimiste de tous les Metal Gear, parce que les suites vont bien vous déprimer aussi, mais entre un peu de cocasse, de drôle, de gênant, d'héroïque, là, à part une toute petite touche d'humour, vous allez chialer votre race. C'est un opus très personnel, malgré l'enjeu mondial à l'image de ce que feront MGS3 et surtout MGS4, voire même MGS5 dans un autre registre. En tout cas, c'est sans aucun doute Metal Gear 2 qui est à l'origine de cette série exceptionnelle, et c'est facilement explicable. C'est tout simplement dans cet opus que Kojima nous expose ses idéaux.